Cette semaine, j'allume la télé, je vois notre président déclarer que nous sommes en guerre. Oh putain, ni une ni deux, je me suis dit, il y a l'armée du virus qui est revenue, assoiffée de sang, massée à nos frontières. Et donc, je me suis mis au garde à vous, patriotique, je me suis sacrifié pour l'effort de guerre. J'ai rajouté 2 glaçons dans mon whisky pour faire le machin hydroalcoolique. Là, et puis, j'ai ressorti l'armure, le masque, et puis après, j'ai compris qu'il parlait de la Russie. Donc là, j'ai tout simplement fait mes adieux à tous les proches que j'aime. Et puis, bon, je voulais justement vous mettre un petit mot sur Twitter. Et là, j'ai compris qu'il y avait encore 2 autres fronts, puisque nous sommes aussi en guerre contre les femmes toutes vertes qui twerkent. Et apparemment, dans le Seigneur des Anneaux, l'ennemi, c'est plus Sauron, mais ce sont les nains noirs. Puisque apparemment, on ne peut pas vivre dans une grotte, être nain et être noir. Et il me tarde que tous ces grands fans de Gandalf, le blanc, bien blanc, calcule le volume d'air dans la grotte de Smaug, calcule l'aération pour voir si un dragon est capable de cracher autant de feu dans la vraie vie. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 363e JT Comics et ça y est, DC est enfin décidé à donner le vrai patronyme du Joker dans les comics. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous le spoiler puisqu'en plus ça fait 75 ans qu'on arrive à tenir 100, donc je pense qu'on s'en bat un petit peu tous les mochis, mais dans les films c'était important, du moins pour Burton et pour Todd Phillips, pas pour Nolan. Et bien là c'est le scénariste Geoff Johns qui avait déjà annoncé qu'il y avait 3 Jokers dans la série de comics éponyme, qui s'est décidé apparemment à laisser vraiment son empreinte, sa marque sur le personnage. Et bientôt le Joker il va pouvoir dire, tu sais comment j'ai eu ces cicatrices, Geoff Johns, il m'a massacré. Il est temps pour nous de cajoler les news de la semaine. Le prénom, c'est la news insolite de la semaine et on peut parfois être dégoûté, nous autres lecteurs de comics, de voir qu'il n'y a pas tellement de transfert entre les millions de spectateurs des films adaptés des comics et les toutes petites centaines de milliers de lecteurs de comics justement. En plus souvent c'est mieux de lire des comics, pas parce que je suis un gros con qui va vous dire oui c'est toujours mieux de lire des comics, non, parce qu'il y a beaucoup plus de choix, donc beaucoup plus de propositions, donc forcément quelque chose qui vous correspond. Mais soyons rassurés puisqu'il existe bel et bien une influence, pas spécialement là où on l'attend, mais grâce au MCU par exemple, le prénom Thanos est devenu très tendance aux États-Unis puisque selon les données de la sécurité sociale américaine, il aurait pris 3000 points de popularité en 4 ans depuis la sortie d'Avengers Infinity War. Alors heureusement que c'est pas Adolphe ou Guy Georges qui a décidé de se refaire une collection de pierres précieuses. Il faut quand même rappeler que Thanos est un prénom qui existe et qui nous vient du pays qui nous a offert la démocratie, la feta et Nikos Aliagas. La Grèce, c'est un diminutif du prénom Athanasios qui veut dire l'immortel. C'est quand même ultra classe, puisque sachant que quand tu es français et que tu t'appelles André ou Delia, on t'appelle Dédé toute ta vie, le cochon de la Française des Jeux qui est pas foutu de gagner 2 balles en se grattant lui-même, tu parles d'une victoire, imaginez s'il se met à claquer des pattes. Du coup, vivement la prochaine génération de Kang, et j'espère que DC sera assez taquin pour bâtir son prochain univers cinématographique étendu sur le personnage de Monsieur Mixi-Spitlick. Série verte. Aïe aïe aïe, il semblerait que certains spectateurs n'aiment la danse que lorsque le danseur a des couilles. Si on en croit le dernier tollé sur l'épisode de She-Hulk, moi je pensais clairement que ça serait dû au dosage de l'humour qui pour la première fois en 3 épisodes à mon goût est foiré. Ça m'a fait décrocher gentiment, mais non. Pour le tout petit peuple de Twitter, puisque dans la vraie vie on sait tous que ça se déroule très différemment, ce qui les choque, c'est qu'ils aient invité l'ambassadrice du twerk, une des ambassadrices du twerk, Megan Thee Stallion, et qu'elle fasse ce pourquoi elle est publiquement connue, à savoir twerker avec une avocate irradiée au rayon gamma. Le tout dans une scène post-générique qui vient achever déjà un épisode beaucoup trop court, mais ça c'est un autre problème, le format, qui est absolument sans conséquence, c'est tout à fait léger, mais ça a suffi à certains pour dire que Thanos avait peut-être raison de vouloir perpétrer un génocide, du moins une moitié, il voulait enlever soit le fromage, soit les anchois sur la pizza. Bon, justifier un génocide pour du twerk, juste après aller taper un Big Fatas sur Pornhub en un claquement de doigts, faites attention, faut bien échauffer les adducteurs. J'ai pas vu une armée de gens aller massacritiquer le dernier Avengers parce que Captain America s'automate son propre boule, le cul de l'Amérique, alors qu'il y a des très gros enjeux, plus gros que dans She-Hulk, puisque c'est le destin de la moitié de l'humanité, et c'est tant mieux, déjà parce que je suis pas un taliban, et deuxièmement parce que j'ai compris qu'il fallait un petit peu de légèreté, et que surtout entre le MCU et l'humour, le poison c'est la dose, comme dirait Massisteria, sauf que ça va beaucoup mieux dans du She-Hulk, ou même dans du Deadpool, puisque c'est plus caractéristique du personnage, même dans les comics, surtout dans les comics. Moi c'est juste que j'arrive pas à m'énerver pour ça, donc j'ai juste envie de dire, calmos, restons tranquilles. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est Tim Roth qui a déclaré en interview qu'il avait déjà accepté la toute première fois de jouer l'Abomination pour faire plaisir à ses gosses.
pour un petit peu leur faire honte également, qu'il avait accepté de revenir pour des voix off dans Shang-Chi, parce que ça l'avait fait kiffer de se retrouver en studio d'enregistrement en pleine crise du Covid, et qu'il avait accepté de venir rencontrer Kevin Feige et de récupérer, de reprendre son rôle, parce qu'il trouvait qu'il y avait une forme d'anarchie là-dedans, et que ça reflétait, ça résonnait en lui, ça reflétait le chaos de sa carrière cinématographique, et il adore ça. Moi, ce qui me fait marronner quand je le vois comme ça, c'est que juste, je pense qu'il sera trop vieux pour incarner le personnage de Spider Jérusalem, alors que c'est lui qui l'a en partie inspiré, du moins graphiquement, hein, dans l'adaptation, qui ne verra d'ailleurs probablement pas le jour, parce que Warren Ellis c'est un pervers sexuel. Tant pis, hein. Et en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que la scénariste de She-Hulk, Jessica Gao, révèle un métier très insolite, puisque les studios Marvel ont leur propre historien chargé de compiler, d'analyser, de maîtriser parfaitement la chronologie de l'univers Marvel, et donc probablement de tous les multivers qu'on a ouverts depuis un petit bout de temps. À mon avis, le type doit aussi travailler à mi-temps pour le labo pharmaceutique qui fabrique l'aspirine. En tout cas, il doit bien en avoir besoin, et c'est marrant puisque c'est super méta. Ça m'a fait penser à la Time Variant Authority qu'on a vu adaptée dans la série Loki, qui dans les comics a été créée en partie comme une blague, comme un hommage rendu à un éditeur qui était aussi un scénariste de l'univers Marvel et qui le maîtrisait à la perfection, et pas que l'univers Marvel d'ailleurs, un Mark Grunwald. Il avait une mémoire phénoménale, tout le monde l'appelait l'expert de la continuité, et c'est de lui dont ils se sont inspirés pour le look de tous les employés de la TVA. C'est vraiment comme le serpent ou le mec bien souple, ça se mord la queue en permanence, et c'est ça qui est génial aussi. Anniversaire. Il y en a assez des nécrologies en ce moment, hein. Beaucoup d'artistes, de grands créateurs sont morts ces dernières semaines, certains dont je n'ai même pas parlé puisqu'il faudrait leur consacrer des émissions entières, Alan Grant, Tom Palmer et j'en passe. Et bien cette semaine on va plutôt parler d'un anniversaire, celui de la série animée Batman de 1992 qui fête ses 30 ans, et mine de rien c'est aussi un petit peu une nécrologie, hein, puisqu'elle a tué le game des séries animées, et que quand elle s'est arrêtée, eh bien on n'a jamais rien eu pour la remplacer. C'est la meilleure porte d'entrée dans l'univers de Batman, dans les comics de Batman. Je suis totalement pas objectif, mais de toute façon je l'ai jamais été, hein. Moi c'est grâce à ça que j'ai découvert le personnage, c'est grâce à ça probablement que je me tiens devant vous aussi. Et j'exagère vraiment à peine, hein. La série animée Batman est une révolution à la fois pour le personnage, mais aussi pour les séries d'animation. Ça vient quelques temps après les Batman de Burton qui ont complètement cartonné, et bien ils ont fait en sorte de faire un cocktail entre tous ces éléments qu'on a eu dans le Batman de Burton et les éléments qui sont dans les comics depuis des dizaines d'années, et on retrouve justement tout ce qui définit Batman et Bruce Wayne, puisque les deux sont bien présents dans la série. Donc le traumatisme initial surmonté, le guerrier combattant, le détective ultra intelligent, et même un brin d'humour. Et puis alors tout le lore est là, toute la mythologie du personnage est là. Vous avez Bruce Timm, vous avez Alan Burnett, Eric Radomski et Paul Dini qui ont fait un excellent travail, qui n'ont jamais cédé à la facilité, qui ont toujours pris leurs téléspectateurs, même si c'était une série destinée aux enfants, eh bien ils n'ont jamais pris les enfants pour des cons. Ils ont fait une série sérieuse, et c'est pour ça qu'elle marche aussi encore maintenant 30 ans après sur les adultes, les grands enfants. Je vous conseille de lire la Bible de la série, hein, qu'on peut trouver très facilement en ligne, hein, et vous verrez que ce qu'il donnait donc à tous les créateurs impliqués sur la série en termes de charte graphique, en termes de charte scénaristique, eh bien c'était déjà très poussé, hein. Il était prohibé de rendre des scénarios montrant la mort des parents de Batman parce que c'était vu et revu, et ils ont bien eu raison. Zack Snyder n'a pas lu cette Bible, hein. Lui de toute façon on sait très bien qu'il lit l'autre. Mr. Freeze a été redesigné par Mike Mignola, et le héros a été décongelé, hein, d'une certaine manière, puisqu'il a pris une autre tournure. Et ce héros tragique qu'on connaît, et toute l'histoire de sa femme, ça a été amené par la série animée. On a Harley Quinn qui est née dans la série animée, on a René Montoya également, hein, qui avait été prévu à la fois pour les comics et pour la série animée, mais qui devait débuter en même temps. Même l'esthétique de Gotham City, hein, néo-noir, art déco, néo-gothique, eh bien elle est inégalée, hein, celle-ci. Donc si vous vraiment vous voulez rendre hommage à la série, si vous voulez vous lancer dans cette série parce que vous ne l'avez jamais fait, que vous avez des a priori, eh bien foncez, hein. Si vous êtes plus aussi main verte que chevalier noir, eh bien foncez dans la série de comics qui fête ses 50 ans, la toute première série de comics consacrée entièrement dédiée au personnage de Swamp Thing, apparu un an plus tôt dans House of Secrets, la série de Len Wein et de Bernie Wrightson, rien que ça. Donc c'est 2 anniversaires, mais c'est eux qui vous font des cadeaux, donc ça serait dommage de s'en priver. Comics. Nouvel événement pour The Flash qui va être impliqué dans ce qui va s'appeler la guerre des 60 secondes. Moi c'est comme ça que j'avais surnommé ma première fois, je vais devoir demander des droits à DC Comics, mais là il semblerait qu'une armée d'êtres
ultra rapide comme le Flash se décide à envahir la Terre tellement vite qu'il ne faut que 60 secondes, il n'a que 60 secondes pour réagir. Ça sera dans la série principale qui passera en bimensuel pour l'occasion et ça sera scénarisé par Jeremy Adams, dessiné par Roger Cruz et j'espère qu'il va nous régaler avec cette contrainte artistique de devoir décrire une guerre sur des dizaines de pages qui ne durent pourtant que 60 secondes. Et en parlant d'art, hein, le pro de la peinture réaliste des comics, Alex Ross, a dévoilé quelques pages de son comic book dédié aux 4 Fantastiques, quelque chose d'intemporel, son œuvre un petit peu maîtresse, en gros, hein, il va nous proposer un style assez différent de celui qu'on connaît. Alors il y a des pages un petit peu plus contemplatives, des pages qui seront très très denses, on va voir ce que ça donne en termes de séquentiel, il me tarde vraiment de voir ça. Il explique que ça a forcément été inspiré par Jack Kirby et aussi par Neil Adams, hein, qui a laissé sa marque sur toute sa génération d'artistes à lui et puis les générations qui ont succédé. Et puis en parlant de la première famille de Marvel, justement, Ryan North a défini son cap et a déclaré que il l'avait déjà un petit peu dit, hein, qu'il allait un petit peu abandonner tout ce qui était aventure cosmique, épique, grand opéra cosmique pour des aventures plus ramassées, donc à la Black Mirror. On peut citer également The Twilight Zone, un chapitre, une aventure, et les premières pages des aventures de Ben Grimm à New York donnent vraiment envie. Et avec Blade qui revient au premier plan dans l'univers cinématographique Marvel, eh bien la Maison des Idées ressort aussi ses vampires. Ah, souvenez-vous, il y a quelques années, hein, Dracula était très à la mode, ils en avaient fait un personnage important chez les X-Men. Ah, souvenez-vous de Namor qui est allé chercher la tête de Dracula pour la ressusciter sur une idée de Cyclope. Enfin, c'était complètement dingue. Et parmi tout ça, on a découvert les Forgiven, des vampires héros. Et bien plus de 10 ans plus tard, on les sort du cercueil et ils reprennent du service en venant se frotter dans une série de 3 one-shots à certains personnages de l'univers Marvel, notamment Spider-Man. C'est par Tim Seeley qui s'y connaît un petit peu en comics d'horreur, donc il me tarde de voir ce qu'il va faire de tous ces suceurs de sang, hein, et quasiment sans transition, on a eu les premières images du Web Weaver, un tout nouveau Spider-Man qui va être dans le fameux Spider-Verse, hein, c'est infini, un Spider-Man gay, queer, qui a l'air plutôt d'avoir été piqué par un ver à soie que par une araignée, hein, puisqu'il arrive à coudre des costumes ultra stylés. On voit un petit peu ses origines et il semble être rejeté par ses parents, comme beaucoup de jeunes adolescents qui font leur coming out, et on dirait qu'il est consolé par quelqu'un qui ressemble beaucoup à Tante May, et c'est là que je dis arrêtons, hein, un petit peu de réalisme, hein, quelqu'un qui est consolé par Tante May, quelqu'un que Tante May prend dans ses bras. Il n'aime pas les hommes, hein, et toute sa vie il va rechercher l'étreinte de cette femme-là. Enfin moi c'est ce que je ferais, mais vous avez compris que je suis pas psy et que j'en vois certainement pas en ce moment. Broadway. Et on termine avec une news insolite qui fait extrêmement plaisir, et on va parler de Will Eisner, qui est un véritable pionnier des comics, scénariste, dessinateur, qui a travaillé dans la pub, mais qui a été l'un des premiers à venir repousser les limites du médium, à tester des cases sans bulles, hein, pour vraiment qu'on se focalise sur les personnages, sur les dessins, qui a été un des premiers à tester vraiment une forme d'hybridation entre tous les codes des comics qu'il a contribué à révolutionner et aussi les codes de la littérature en prose. Hein. En 1978 paraît Contract with God, qui raconte des tranches de vie de juifs pauvres qui habitent à Brooklyn, qui est basé en partie sur sa propre enfance à lui. Et bien sachez que ce que beaucoup considèrent comme étant le premier graphic novel, hein, c'est des gens qui n'aiment pas dire comic books, ils disent graphic novel, hein, mais c'est du pareil au même. Et bien ce comics, j'ai envie de dire, va être adapté en comédie musicale à Broadway, qui est un petit peu le paradis pour les amateurs du genre, hein, un petit peu comme Las Vegas pour les gros joueurs ou le Bois de Boulogne pour les amateurs de champignons. Et parmi l'équipe qui va se charger de créer donc des chansons inédites, de composer pour retranscrire l'esprit des comics, et bien Sam Hollander, Lisa Loeb, Ryan Miller, Jill Sobul et Matisse Yahoo, qui lui vient plus du monde du hip-hop, du reggae, donc ce qui laisse penser qu'ils vont un petit peu moderniser les choses, et pourquoi pas. Quand je vous dis que les comics sont un matériau source merveilleux, vraiment éliminer à la source et lisez A Contract with God, c'est une dinguerie. Lisez, promis un jour je vous offrirai mieux que cette pauvre petite rubrique assez superficielle au final. Cette semaine, toujours pareil, j'ai du retard dans le taf qu'il faut éponger, c'est la rentrée, il y a des milliards de trucs à gérer, donc j'ai rien lu qui vaille la peine d'être mentionné ici, mais j'ai été le commis mondain, hein, puisque je suis allé à l'inauguration de la nouvelle librairie à Marseille qui s'appelle Tsundoku, hein, qui a été cofondée par Sullivan Rouault, entre autres, une librairie spécialisée manga qui est vraiment magnifique, hein. Ça manque de comics à mon goût, mais évidemment il y a un espace dojo pour les dédicaces, pour certains ateliers, hein, peut-être qu'on s'y retrouvera là-bas d'ailleurs. Il y a des belles fresques murales de Mathieu Bablé, c'est un lieu qui est vraiment chargé de culture et on en a bien besoin à Marseille, donc bienvenue à Tsundoku. Et
On va peut-être rivaliser avec les Niçois de la Côte d'Azur, hein, qui nous narguent avec des invités. Ils font des Comic-Con à chaque fois, hein, tous les 2 mois, puisque là, c'est les Fictionautes qui, le 8 octobre prochain, recevra Bob McLeod. Hein, rien que ça, c'est en partenariat avec le bon José Magnette d'Univers Comics. Donc, si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à y aller. Et puis, à Marseille, en revanche, dans les Calanques, dans un cadre ultra sympathique, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Arnaud Kikou, hein, qui est rédac-chef de Comics Blog, où il travaille avec Corentin. Avec Corentin aussi, il a fondé le podcast First Print, hein, et c'est pour First Print qu'on a enregistré un Super Friend. Donc j'ai un petit peu parlé de ma chaîne, hein, qui fête ses 7 ans, de mon travail de traducteur, hein. J'ai dévoilé certains trucs. Je voulais faire des vidéos sur la chaîne à propos de ça, à propos des boulots que je faisais, que j'ai jamais fait, et bien j'en ai profité pour en parler là-bas. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. On a en plus bien déliré. En plus ça commence par un solo de sax qui m'a fait un petit peu douter de la vraie raison, hein, de la venue d'Arnaud, hein. Coucou, ça va Arnaud? Tu veux que je cale ta grosse bibliothèque de comics? Je vois qu'elle branle pas mal. Chut! Laisse-moi être ton super friend. Donc vraiment merci Arnaud, parce que c'est quand même un très gros bosseur. Merci d'être venu à ma rencontre. Un gros bosseur, très sympathique, et qui travaille, hein, pour promouvoir la culture comics, qui fait lire, et c'est tout ce qu'on veut. Et je vous laisse me dire d'ailleurs ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, et puisque c'est la fin de ce JT Comics, merci d'être toujours aussi nombreux à le regarder malgré la rentrée, à mettre vos pouces bleus, à partager, hein, sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vous vois, et comme je vous le dis tout le temps, hein, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, où je lis chacun d'entre vous. J'essaie de répondre au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux aussi, où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis littéralement 7 ans. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Jason Momoa se coupe les cheveux pour protester contre l'utilisation de trop de plastique à usage unique qui finissent dans la mer, et donc les pailles, les fourchettes, les gobelets, les bouteilles. Il a raison, hein, mais les grandes compagnies les plus polluantes se sont un petit peu gratté le cul, hein, pour accuser réception du geste de Jason Momoa.